On va en débattre avec vous trois. Raphaël Pitti, bonsoir, on vous connaît bien. Vous êtes médecin de guerre, vous avez témoigné à plusieurs reprises sur le plateau de 28 minutes. Selon vous, Raphaël Pitti, Idlib est déjà en état d'urgence humanitaire. Vous avez des relais sur place, on va en reparler tout à l'heure, des relais sur place qui vous informent et qui parlent d'une population aux abois qui commence à tenter de fuir à tout prix. À côté de vous, Georges Malbruno, bonsoir. Vous êtes grand reporter au Figaro, spécialiste du Moyen-Orient. Selon vous, Georges Malbruno, il y a encore moyen d'éviter une catastrophe humanitaire à Idlib, mais la priorité, c'est de lutter contre les 10 000 à peu près djihadistes qui sont présents sur place. Leïla Vignal, bonsoir, vous êtes géographe, bonsoir. Vous êtes spécialiste du Proche-Orient et du Moyen-Orient et selon vous, le régime de Bachar al-Assad présente cette offensive comme une opération antiterroriste pour justifier ce qui s'annonce en vérité comme une punition collective. On va démarrer le débat avec une question d'un de nos spectateurs. Vous avez choisi, Nadia. Oui, un téléspectateur qui voudrait savoir quel est aujourd'hui le quotidien des habitants de la province d'Idlib. Raphaël Pitti, que vous disent les personnes avec lesquelles vous êtes toujours en contact sur place sur ce qui se passe actuellement à Idlib? Peut-être que pour situer, Idlib, c'était une ville avant la révolution de 2011 de 200 000 habitants. Aujourd'hui, Idlib, c'est une ville de 2 millions d'habitants, 2,5 millions d'habitants, puisque sont venus se rattacher là toutes les personnes qui sont sauvées d'Alep, qui sont sauvées de la Routa, etc. Avec l'assentiment du régime. C'était une zone de désescalade. Hein, c'était une zone de désescalade, c'était une zone dite de sécurité, mais il y a là-bas plus de 2,5 millions de personnes qui sont en situation d'insécurité alimentaire, qui sont en situation d'insécurité sanitaire, qui vivent à la fois dans les écoles, qui vivent dans les mosquées, qui vivent sous des tentes, qui vivent aussi... Est-ce qu'il y a de l'aide humanitaire qui a acheminé sur... Il y avait jusqu'à présent de l'aide humanitaire à travers la frontière turque en particulier, qui permettait justement de ravitailler cette population. C'est une population qui doit être assistée sur le plan humanitaire. Voilà la situation telle qu'elle se présente là maintenant, et bien entendu cette population qui a fui ces combats, qui ont fui leur maison déjà depuis plusieurs années, ont peur. Très vulnérables. Très vulnérables. Mélangés à des rebelles modérés aussi. Bien évidemment, mais cette population-là, elle a peur de se retrouver piégée. Il y a des bombardements déjà? Vous avez eu des nouvelles Oui, déjà aujourd'hui? depuis 3 semaines, il y a déjà 3 semaines, il y avait des bombardements qui sont non discriminés, vraiment dans des zones résidentielles et de manière importante avec une volonté de détruire. Et il y a ce matin 14 bombardements depuis 7 heures ce matin. Alors, pour comprendre la situation et pour comprendre les propos qu'on a vus tout à l'heure de Jean-Yves Le Drian, le chiffre du jour, Claude. Le chiffre du jour qui étaye ce que disait le ministre des Affaires étrangères français sur la bombardement sécuritaire. Chiffre du jour, 10 000 comme le nombre estimé de djihadistes. On ne parle pas de combattants, on parle de djihadistes, vraiment engagés dans le terrorisme islamiste. 10 000 djihadistes qui seraient, selon l'ONU, à Idlib. Tout question pour vous, Georges Malbruno. C'était la propagande russe, c'était la propagande du régime de Bachar que l'ennemi, c'était le terrorisme. Est-ce que c'est devenu vrai? Et est-ce qu'un occidental doit finalement soutenir ce que se prépare à faire le régime syrien contre des gens qui peuvent nous menacer? Alors, il y a effectivement au moins 10 000, il y en a plutôt entre 12 et 15 000 djihadistes qui sont pour une bonne partie, environ 6 000 d'entre eux des étrangers, qui sont allés faire le djihad. Beaucoup de Ouïghours, par exemple, qui tiennent une ville qui s'appelle Jisel Chourour. Dans la province la minorité chinoise, des étrangers, des Français qui sont venus par la Turquie et donc qui ont combattu le régime de Bachar al-Assad, qui ont combattu aussi des groupes rebelles ailleurs, à Idlib et aussi dans d'autres régions, puisque Idlib, ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est la dernière province qui est tenue par la rébellion. Jusqu'à présent, lorsque Assad avançait avec ses alliés russes et iraniens, à la fin, il y avait des négociations, les irréductibles, on les mettait dans des bus verts, on les envoyait à Idlib. Aujourd'hui, après Idlib, il n'y aura plus d'autres Idlib. Et c'est bien ça le problème, c'est que les gens et les rebelles modérés, s'il y en a encore quelques-uns, ne feront plus où aller. Donc vous avez ces 15 000 djihadistes. Et tout le monde est d'accord pour dire, y compris la France, les États-Unis, la Russie a fortiori, tout le monde, la priorité, c'est la lutte contre ces djihadistes. Le problème, c'est que ces djihadistes... C'est-à-dire, pardonnez-moi, c'est-à-dire leur faire la guerre, les bombarder, les éradiquer? Oui, les neutraliser. Alors je ne sais pas comment, mais les neutraliser parce que c'est notre priorité. On a fait une guerre en Irak et en Syrie. Au nom de cette priorité-là, on a été victime en France d'attentats, donc c'est la priorité. Donc là, avec des pertes civiles comme dommages collatéraux. Alors le problème, c'est qu'il va y avoir des pertes civiles très importantes. Et puis ce groupe-là est le groupe dominant. Vous avez 15 000 djihadistes, des anciens d'Al-Qaïda, et à côté, vous avez environ 50 000 rebelles islamistes plus modérés, des anciens de l'armée libre syrienne qui se font la guerre.
La Turquie, qui a la clé de cette position, Parce que c'est frontalier quasiment. c'est frontalier. Oui, avec la Turquie, Eh bien, la il faut le Turquie dire. essaie de convaincre ces djihadistes-là de leur dire, écoutez, changez de nom et passez du côté du Front de Libération Nationale que nous avons créé Contre les Kurdes. Contre les Kurdes et contre le régime de Bachar Assad. Les djihadistes ne veulent pas. D'accord. Et donc le problème aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Comment va-t-on isoler? Comment va-t-on traiter cette menace, sachant qu'effectivement, il y a un grand danger de dégâts D'accord. collatéraux et de catastrophes humanitaires et de risques sécuritaires. Le risque sécuritaire dont parle Jean-Yves Le Drian, c'est que ces djihadistes franchissent la frontière pour la Turquie et ensuite reviennent en Occident. Leïla Vignal, donc je repose la question qui est peut-être insoutenable. Est-ce que Assad se prépare à faire notre guerre contre le À terrorisme? se faire notre guerre contre le terrorisme. Je crois que là... Je suis ce qu'a dit Georges Malbruno. Oui, et je reprends d'ailleurs la façon dont Georges Malbruno a formulé sa réponse en disant « on ». Je crois que le « on » doit être un tout petit peu précisé et déconstruit, parce que de qui parle-t-on quand on dit « on » ? Quand on dit « on va faire la guerre contre ces terroristes ». La France n'est certainement pas du côté du gouvernement de Damas, du régime de Damas, de la Russie et de l'Iran dans ce conflit. Nous avons un problème avec le terrorisme, nous le savons. Nous, Français. Nous, hein, Français, vous dites, là, nous avons un problème avec le terrorisme. Il y a une inquiétude qui a été mentionnée par le ministre des Affaires étrangères, qui est réelle pour la France et pour l'Europe, d'avoir des terroristes qui pourraient partir vers l'Europe. Mais nous ne sommes pas engagés aux côtés de la Russie et du régime dans cette offensive contre Idlib qui semble se préparer d'après tout ce qu'on voit depuis D'accord. quelques semaines. Une voix s'est élevée contre ce qui s'annonce comme une catastrophe humanitaire. On en reparlera avec vous, Raphaël Pitti, faites-nous écouter. C'était celle du pape François, c'était avant-hier à Rome, et il parlait de l'autre aspect, beaucoup plus dramatique de la question, non pas des terroristes, mais de cette population, 2 millions et demi de personnes dans la province. Le pape François, écoutez-le. Les vents de la guerre soufflent toujours et nous recevons des informations inquiétantes à propos du risque d'une possible catastrophe humanitaire en Syrie, dans la province d'Idlib. Je renouvelle mon appel sincère à la communauté internationale, protéger les vies civiles. Raphaël Pitti, est-ce qu'on peut encore éviter cette catastrophe humanitaire que redoute le pape et qui s'annonce? Bien, le souci essentiel, c'est qu'il faut absolument éviter. Jusqu'à présent, nous avons quand même à nous regarder en face. Nous avons laissé faire Alep. Nous, les Occidentaux, nous, les Français, nous qui Nous, au sens général, les Occidentaux en particulier. Nous avons laissé faire Alep. Nous avons laissé faire la Ghouta. Il y a bien eu une résolution de l'ONU pour essayer d'approvisionner les populations qui étaient dans la Ghouta. Les Russes n'ont jamais... alors même qu'ils avaient signé cette résolution d'approvisionnement de cette population qui était à l'intérieur de la Ghouta, qui pendant 8 mois avait été totalement assiégée, les Russes n'ont pas permis de ravitailler cette population. Les hôpitaux à l'intérieur de la Ghouta ont été détruits. Nous avons donc ces images-là. Nous avons les images d'Alep, nous avons les images de la Ghouta. C'est donc ces images-là qu'il nous faut, de cette façon qu'il nous faut voir Idlib. S'ils refont ce qu'ils ont fait comme stratégie à Alep et à la Ghouta, nous allons donc assister à une catastrophe humanitaire de grande ampleur parce que c'est à la fois une volonté de destruction systématique de cette population qui sera prise au piège là. De ce fait, cette population le sait puisqu'elle a vécu, cette population le sait puisqu'elle a vécu la Ghouta, puisqu'ils y étaient à ce moment-là. Ils ont peur maintenant. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit un début d'exode de ces populations qui remontent pour aller se protéger vers les Turcs, c'est-à-dire vers la zone de Afrin, la zone de Jalablous. Eux, ils n'ont pas l'espoir d'être sauvés, à la différence d'Alep et de la Ghouta. Ils ont perdu espoir en nous. Et c'est même pire, vous savez, ce que l'on voit, c'est que dans les hôpitaux, un certain nombre de personnels de ces hôpitaux fuient aussi, parce qu'ils savent qu'ils seront des cibles au même temps. Là. Et alors, ils commencent à partir à leur tour aussi. Comment éviter ça, Georges Malbruno? Je crois qu'il faut que les Turcs et les Russes, qui ont la clé, arrivent à trouver des moyens d'éviter ça. Et il y a une réunion après-demain à Téhéran avec les Iraniens. Encore une fois, la clé, elle est largement entre les mains des Turcs. Les Turcs ont fermé leurs frontières, mais les Turcs ont des liens avec tout le monde. Les rebelles non djihadistes sont payés par les Turcs. Alors évidemment, il faut que le régime de Bachar el-Assad devrait être un petit peu, je dirais, entre guillemets, compatissant à leur égard. Simplement, le régime de Bachar el-Assad est dans sa logique de destructrice et d'avancer
la terre brûlée. Un bulldozer. Donc, les Russes leur disent combattez avec nous contre les djihadistes. C'est très difficile pour des rebelles d'aller combattre avec les Russes et le régime de Bachar al-Assad contre les djihadistes. Donc voilà, on en est là. Mais l'abcès dont parle Lavrov, et il est vrai, c'est ces 15 000 djihadistes qui sont là et dont on ne sait pas comment, entre guillemets, les traiter et qui pourraient justement repartir. Il parle d'abcès purulent. Oui. C'est un terme médical d'une dureté absolue. Une violence. Leïla Vignal, quand le vrai mentor de Assad parle d'un abcès purulent, ça veut dire qu'il faut s'apprêter à assister à des scènes de destruction. C'est ce que cherche au fond le régime, c'est ce qu'on prépare, et tant pis pour les civils. Vous dites que c'est sa stratégie, hein, destruction violente. Moi, j'ai exploré la stratégie de destruction du régime au cours du conflit, puisque la situation humanitaire dont on parle ce soir à Idlib, c'est une situation qui existe depuis des années et des années, puisque toutes les zones tenues par l'opposition en Syrie ont été systématiquement bombardées à grande échelle et de façon constante depuis des années et des années. Donc on n'est pas seulement dans une situation tendue liée aux populations déplacées qui sont dans ces régions, mais aussi à des régions qui sont exsangues du fait de cette stratégie de destruction. Et quand on parle, quand justement le régime emploie ces termes d'abcès purulent, de nettoyer le pays des terroristes, les stratégies qui sont mises en place pour obtenir, pour arriver à ce but de nettoyer la poche d'Idlib, il ne faut pas s'y tromper, c'est les stratégies qu'on a vu mettre en œuvre dans la Ghouta, qu'on a vu mettre en œuvre à Daraa, qu'on a vu mettre en œuvre à Alep, c'est-à-dire des stratégies de siège et ensuite des stratégies de bombardement massif. Donc il ne s'agit pas d'éradiquer les 10 000 terroristes djihadistes qui seraient là, mais de punir tout le monde. Alors, il y a aussi l'arme chimique, on va en reparler, avec une sorte de guerre entre la propagande, une guerre de propagande plutôt. Les officiels et les médias russes accusent les Occidentaux de simuler des attaques chimiques et de se servir des casques blancs notamment pour le faire. Voici le portrait de l'homme clé de cet intox indigne, le porte-parole de l'armée russe, son portrait par Thibault Nolte. Ils sont au centre de l'histoire et méritent forcément quelques déboires. Tandis que la France met en garde contre une attaque chimique à Idlib, la voix de l'armée russe accuse les Occidentaux de vouloir la mettre en scène. Alors faut-il comploter contre Igor Konatchenkov ? Igor Konatchenkov est un général russe porte-parole du ministère de la Défense. Il est donc chargé d'offrir une vérité alternative à celle des gouvernements occidentaux, de l'OTAN, de l'OMS ou des ONG, au sujet des intérêts de l'armée russe en Ukraine, en Syrie ou ailleurs. La vérité alternative, c'est quoi, Lapin ? Eh bien, c'est la vérité cachée, comme une demi-sœur cul-de-jatte à bec de lièvre qui s'inviterait au dîner et qui voudrait sa part d'héritage. Ah, ok. Là où l'OMS avait compté 500 personnes présentant des signes et symptômes cohérents avec une exposition à des produits chimiques toxiques, après l'attaque du 7 avril à Douma, Igor avait dénoncé une scénographie des fameux casques blancs avec moult figurants. Oh bon lapin, il faut pas pleurer, c'est faux, c'est des acteurs, ils font semblant comme ça. Oh, t'es ridicule. Pourquoi tu ris ? Même vieille tactique parapluie, il y a 10 jours, Igor a accusé les rebelles de préparer une attaque chimique à Idlib pour en accuser ensuite Damas et offrir un prétexte aux Américains, Anglais et Français pour frapper l'armée syrienne. Grossière façon de se dédouaner à l'avance. Chérie, moi j'ose plus aller essayer du parfum chez Sephora avec les copains. Tu vas encore dire que je te trompe? Bon, j'y vais alors. Avec autant d'aplomb que lorsqu'il rejetait les accusations de l'OTAN sur la présence de convois militaires russes en Ukraine, le professeur intox de Poutine précise même qu'une société militaire privée anglaise, Olive Group, est aux commandes de la fausse attaque chimique à venir sur Idlib. La Pravda est morte, vive la Pravda. Merci Thibault Nolte. Claude ? Raphaël Pitti, est-ce qu'une véritable attaque chimique de la part de l'armée de Bachar contre les civils d'Idlib est plausible selon vous? Oui, tout à fait. Et c'est vrai que dans les hôpitaux syriens, actuellement, ils se préparent à cette éventualité. Et c'est vrai en même temps qu'ils s'entraînent. C'est vrai parce qu'il y a ce risque-là que le régime, dans la désinformation qu'il est en train de faire, mettra bien sûr sur le compte des rebelles et en tous les cas l'utilisation de l'arme chimique. Et c'est lui-même qui l'utilisera. Mais n'empêche que c'est une réalité. Nous l'avons vu à la Ghouta, nous l'avons vu à Khalchikoun, parce que l'arme etc. chimique fait partie de la punition.
de la punition que veut exercer le régime sur ceux qui l'ont menacé. Oui, parce que c'est en même temps une façon de terroriser, y compris les rebelles, et de les faire sortir des zones qu'ils ont envie d'assiéger. Et c'est une arme utilisée de manière tactique, pas forcément une arme de destruction massive. C'est une arme utilisée, même éventuellement à petite dose, de manière à effrayer, terroriser. Et en même temps faire sortir les rebelles de la zone dans laquelle ils se trouvent, qui n'ont pas de moyens de protection, et ça permet de réoccuper ensuite cette zone, puisque le sarin est éminemment volatile, et donc le chlore éventuellement, mais le chlore est beaucoup moins létal que ne l'est le sarin, mais en tous les cas ça va servir et ça va être utilisé de cette manière. C'est donc vrai que mes collègues en Syrie se préparent à cette éventualité, c'est vrai que les casques blancs se préparent à cette éventualité, encore que malheureusement ils n'ont pas suffisamment de moyens médicamenteux et des moyens de protection pour faire face à cela. Mais c'est un risque aussi. Alors, on va évidemment s'interroger sur la diplomatie française, sur les positions d'Emmanuel Macron, sur la Syrie, sur ce que peut, pourrait, devrait, doit faire la France. Nadia ? Oui, je me suis replongée dans les différentes déclarations d'Emmanuel Macron sur le dossier syrien et c'est incompréhensible, en tout cas illisible. Ça a commencé quand il était en campagne, il s'était distingué des autres candidats parce qu'il était le seul à se prononcer en faveur d'une intervention et à plaider, je le cite, pour la construction de la sortie de Bachar al-Assad. Ça, c'était en avril 2017. 3 mois plus tard, à peine, juillet 2017, il est devenu président. Il donne une interview, vous en souvenez, à 8 grands quotidiens européens, oui. Et les mots étaient plus du tout les mêmes. Je le cite toujours. Bachar al-Assad n'est pas l'ennemi de la France, mais celui du peuple syrien. Cette destitution n'est pas un préalable. Et de toute façon, personne ne m'a présenté de successeur légitime à Bachar al-Assad, toujours. C'était des déclarations qui avaient enchanté littéralement la presse officielle syrienne et qui avaient suscité la colère de 50 intellectuels et chercheurs en France. Ils avaient publié une lettre ouverte. Ils l'avaient accusé de reprendre la rhétorique de Damas sur la non-succession. Et puis, dernier revirement en date, ça c'est tout récent, c'était le 27 août, pendant la conférence des ambassadeurs. C'est toujours Emmanuel Macron qui parle. Et encore une fois, les mots et le ton ont changé. Le peuple syrien doit pouvoir choisir de nouveaux dirigeants. Le maintien du président Bachar al-Assad serait une erreur funeste. Georges Malbruno, est-ce que vous comprenez quelque chose à ce qu'il dit? Et est-ce qu'il y a une doctrine française? Celle de François Hollande, on la connaissait, c'était ni Assad ni Daesh. Là, on comprend Emmanuel rien. Macron, il est prisonnier des positions de ses prédécesseurs qui étaient dans une logique morale. Nous avons la morale pour nous, donc Bachar doit partir. Après, il est arrivé... Enfin, les prédécesseurs, c'était aussi la fameuse ligne rouge que la France était la seule à vouloir Hollande, Sarkozy, etc. sanctionner. Macron est arrivé et il a dit, moi je veux plus faire de la diplomatie hors sol. Bachar el-Assad n'est pas mon choix, mais il est là et bon, hélas, il va rester là. Bon, simplement, il oscille aujourd'hui entre une espèce de position morale, celle de ses prédécesseurs, et une position, je dirais, cynico-réaliste, qui est de dire, eh bien, Bachar a gagné, comme le disent y compris les Saoudiens et d'autres. Militairement. Et donc, il faut faire avec lui. Et donc, il est entre ces deux positions. Il a essayé de revenir dans le jeu. La France est exclue du jeu. Elle ne compte plus en Syrie, diplomatiquement. Elle s'est exclue du jeu. Macron a essayé de revenir avec un small group, avec les frappes chimiques, etc. Il n'y arrive pas. Les places sont prises par ceux qui ont été sur le terrain, qui ont commis des crimes de guerre. La Russie, la Turquie, l'Iran. La Turquie et le régime. Et donc aujourd'hui, eh bien, Emmanuel Macron parle et il essaie de zigzaguer entre ces deux écueils, le cynico-réalisme et la morale, mais on est sorti de l'histoire, on a perdu la Syrie, comme le disait un ancien ambassadeur, on remettra 20 ans pour y revenir. Leïla Vignal, symbole de l'impuissance française. Écoutez, moi je crois, j'ai lu le discours d'Emmanuel Macron lors de la conférence des ambassadeurs et des ambassadrices, et effectivement, il y a cette nouvelle position, enfin, ce retour à la position de la France, qui est celle depuis le début du conflit, en disant on ne sortira de ce conflit qu'avec une solution politique, une solution, une discussion diplomatique, puisqu'il y a des puissances extérieures qui sont impliquées en Syrie, la Russie et l'Iran notamment, mais c'est une solution politique qui permettra de sortir la Syrie de cette situation et qui permettra, avec une solution politique inclusive, ouverte, qui permette d'embrayer vers une nouvelle phase de l'histoire de la Syrie. C'était avant qu'il y ait autant de morts et avant la catastrophe. Alors, surtout avant que Bachar ne gagne. C'est les déclarations de Macron sont celles d'Emmanuel Macron, c'est celle de fin 2018. Et je crois qu'il est important de bien réaliser que sans solution politique, on est dans une phase de victoire militaire, mais sans solution politique, il n'y aura ni reconstruction de la Syrie, puisque personne n'ira investir 1 euro dans une Syrie qui n'est pas stable, ni retour des réfugiés. Raphaël Pitti, en conclusion. D'accord. Et c'est là peut-être là où se trouve la puissance occidentale, c'est-à-dire Vous alliez dire européenne et puis vous êtes repris. Je dirais occidentale, au sens où les Russes ont besoin
d'argent pour reconstruire la Syrie et considérer qu'ils ont gagné, Oui. nous ne leur donnerons pas cet argent, en tous les cas, pour permettre la reconstruction s'il n'y a pas une solution politique qui agrée en même temps le monde occidental et qui assure la paix et la stabilité en Syrie. Et c'est une monnaie, c'est à ce niveau-là qu'on peut se faire le marchandage. Au niveau de ce chantage, d'une certaine Au niveau du chantage, et même pour l'attaque à Idlib, nous pouvons faire chanter les Russes. Si vous autorisez une attaque avec éventuellement une crise humanitaire, nous ne participerons pas à la reconstruction. C'est votre préconisation. Et peut-être faire aussi se rappeler que la Turquie fait partie de l'OTAN et obliger les Ah oui, Turcs, au fait. et obliger les Turcs Merci. aussi, en quelque sorte, à s'interposer justement dans la zone de Idlib où ils ont quand même 12 postes d'observation. Merci à tous les trois pour ce débat extrêmement riche. 28 minutes, la suite avec Maudu et Saltiel, l'homéopathie en question, la télé-réalité assez indécente en Pologne, mais tout d'abord des intox. Les mecs de la brigade de détection des infox pointent une insidieuse intox à propos d'un pape à la Mecque. Un ancien pape à la Mecque. Plusieurs posts Facebook partagés plus de 40 000 fois affirment que Benoît XVI aurait été aperçu en Arabie Saoudite. Celui qui a renoncé à sa charge en 2013 aurait ainsi décidé de faire son pèlerinage à la Mecque le mois dernier, après avoir découvert que l'islam était la vraie religion de Dieu. Les publications sont en général accompagnées d'une vidéo tournée en Arabie Saoudite où l'on voit un homme aux cheveux blancs censé être Benoît XVI accompagné par des forces de sécurité saoudiennes. Pour se convaincre du contraire, il suffit cependant de remonter à la source de cette vidéo. On trouve l'original sur Instagram, publié par un compte qui suit l'actualité de la famille royale saoudienne. La légende indique que l'homme aux cheveux blancs n'est absolument pas l'ancien pape, mais le gouverneur de la Mecque, le prince Khaled Al-Faisal. On trouve d'ailleurs sur le même compte Instagram d'autres vidéos du gouverneur permettant de confirmer son identité. Cet intox reprend en fait une fausse information qui remonte à 2013. À l'époque, une rumeur avait déjà circulé sur une prétendue conversion du pape, ainsi que son changement de nom pour Sajjad Saïd Ratzinger. Mais l'histoire avait été inventée de toutes pièces par le site parodique Dead Seriousness. Benoît XVI n'a en effet jamais annoncé une quelconque conversion à l'islam. Jusqu'à preuve du contraire, il vit sa retraite dans le petit monastère de Mater Ecclesiae, où il se consacre au service de l'Église catholique, avant tout par la prière, selon un communiqué de presse du Vatican. Et merci des intox. Bonsoir, cher Binos. Bonsoir. Bonsoir. François Saltiel, Xavier Mauduit. Oui, c'est ça. C'est dans le bon ordre. Oui, non, mais tout d'un coup, j'ai eu la berlue. Alors, mais dites donc, est-ce que c'est une alternative à l'allopathie ou est-ce que c'est un charlatanisme que l'homéopathie? Le débat n'en finit pas de gagner tout le monde, y compris la faculté de Lille. C'est exactement ça qui a suspendu son diplôme. Homéopathie. Et en attendant que la haute autorité de la santé délivre une sorte de verdict. Voilà. Et ça sera pas avant plusieurs mois. Enfin bon, bref, vous avez voulu nous raconter une histoire absolument adorable d'homéopathie au 19e siècle. Au 19e siècle, en 1838. Pareil. Oui. Vous avez un écrivain qui est un peu oublié aujourd'hui, qui est plus tellement lu, qui s'appelle Ernest Le Gouvet, qui avait reçu quelques années auparavant un prix de poésie de l'Académie française. C'est un écrivain plutôt en vue. Vous voyez, quelqu'un qui a un avenir plutôt radieux. Mais en réalité, non, la gloire littéraire n'est rien face au drame familial qu'il traverse. Parce que les médecins viennent de lui annoncer que sa petite fille, Marie-Élisa, qui a 4 ans, va mourir. Elle est là, et donc il le regarde devant le berceau, il a fait venir ses amis, Victor Schœlcher notamment. Schœlcher, vous savez, celui qui va réussir quelques années plus tard à abolir l'esclavage. Et Schœlcher a une idée. Il dit, comme ça se pratique alors, faisons venir un dessinateur pour faire le dernier portrait de l'enfant, vous voyez, pour conserver un souvenir. Et qui... Ah, tiens, il y a une connaissance. Amaury Duval, c'est un jeune homme, un élève d'Ingres. Va pour Amaury. Signe de qualité. Le jeune homme arrive tard le soir, il est encore en tenue de soirée, il sort d'un bal. Quelle et là, scène. il commence à faire le dessin de cet enfant mourant. C'est celui qu'on voit là, cet enfant. Elle le regarde, et pendant qu'il dessine... Ouais. Le jeune homme dit, mais dites donc, monsieur Le Gouvet, vous avez pensé à ce médecin, là, vous savez, celui qui vient tout juste d'arriver d'Allemagne, là, celui avec sa nouvelle médecine. Il s'appelle Samuel Hahnemann. Samuel Hahnemann, c'est celui qui, 3 ans plus tôt, en 1835, a mis en place les bases de l'homéopathie et le fait de soigner par doses minuscules comme ça, avec des substances que les autres médecins n'utilisent pas. Tout de suite, Le Gouvet dit, vite, je veux sauver mon enfant. Il appelle Hahnemann, qui arrive dans la chambre, qui voit cette petite fille de 4 ans, et il se met dans une colère, mais impossible. Il dit, jetez-moi toutes ces drogues par la fenêtre, changez le berceau de chambre, changez les draps, changez les oreillers, faites-la voir autant qu'elle le veut. Il a cette phrase terrible, ils lui ont jeté
un brasier dans le corps. En fait, il va la soigner avec sa petite méthode et elle vivra. Ça va fonctionner. Elle va vivre longtemps. Elle vit 71 ans. Elle meurt en 1906. C'est et bien pour vous dire que ça a bien marché. Mais cette histoire de 1838 a un impact énorme. Dans les journaux, on parle même de résurrection. Et ça attire une clientèle énorme auprès de Samuel Hahnemann. Surtout l'intérêt pour sa méthode. Et il va soigner les patients comme ça à Paris jusqu'à sa mort en 1843. Donc c'est la naissance de l'homéopathie, surtout le succès de l'homéopathie, avec déjà des vocations qui ne cessent pas. Vous allez voir ça, on les retrouve même assez récemment. Vous allez voir. Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand, Baptiste? Docteur homéopathe. Docteur homéopathe? Qu'est-ce que c'est un homéopathe? C'est un docteur pas comme les autres. Pour moi, ça c'est clair, c'est un docteur pas comme les autres. Dans un film sublime de Colin Serrault qui s'appelait La crise, une des solutions à la crise, c'était justement l'homéopathie. Il fallait aussi être gentil avec les vagabonds qui vous suivaient, mais il y avait l'homéopathie. Alors après ce commentaire dilué, cher François, oui, à dose homéopathique, cher François, que se passe-t-il dans la télé-réalité polonaise? Oui, c'est la télévision polonaise qui repousse les frontières de la décence, puisqu'une émission de télé-réalité qui exploite la question migratoire va débarquer à l'automne prochain sur la chaîne privée TVN. Son titre, Go Back to Where You Came From, retourne d'où tu viens, donne un peu tout de suite le ton du programme, qui est, vous l'avez compris, placé sous le signe de l'ouverture d'esprit. Alors son concept est assez simple. 6 Polonais vont devoir rejoindre l'Irak, le Kurdistan irakien, en passant par l'Allemagne, la Serbie, la Grèce, en tentant une traversée de la Méditerranée sur un bateau de fortune. Bref, exactement le trajet inverse d'un migrant en quête d'une vie meilleure. Alors pour ce faire, ils pourront disposer que d'un passeport et puis aussi d'un téléphone portable, c'est déjà pas mal, sans oublier la dizaine de caméras qui va suivre leurs aventures cathodiques. Alors taxé d'exploiter la misère humaine pour faire du sensationnalisme, la chaîne a répondu qu'il s'agissait plutôt d'une approche documentaire, refutant le terme de télé-réalité. On a connu documentaire plus noble sur la question migratoire. On rappelle que la Pologne est un des pays les plus fermés d'Europe. C'est bien simple, elle n'accueille quasiment personne malgré les obligations européennes. Et ce programme est une adaptation. Il vient d'un pays encore plus réfractaire à l'égard des migrants, l'Australie, le continent australien qui a adopté depuis longtemps une politique tolérance zéro en repoussant même les bateaux de réfugiés qui partent à l'assaut de leur côte. Là-bas, le programme va entamer sa 4e saison. Il est couronné de succès et il conforte donc la population australienne sur sa xénophobie. Alors en Pologne, il y a eu un récent sondage, 5% des Polonais, 5% seulement, considèrent qu'un homme qui fuit la guerre aurait le droit de venir chez lui. Voilà qui présage d'un bon accueil, non pas des migrants, mais du programme télévisé. Merci mes amis, merci mes amis tout de même. 28 minutes est terminé, à suivre sur Arte Chérie, une soirée histoire présentée par Émilie Aubry, un double documentaire exaltant sur les révolutions sexuelles depuis 48 et l'invention du bikini, Nadia. Alors on se quitte, c'est pour vous Xavier Maudy, on se quitte avec Jo Bouillon. Vous vous rappelez, le mari de Joséphine Baker, qui a écrit l'homéopathie. Ah, formidable. Chanson. Vive Joséphine. À demain. C'est vraiment très gentil. On guérit toutes les maladies avec l'homéopathie. Ah, mademoiselle, faites entrer la seconde personne. Oui, docteur. Madame, monsieur...